le sommaire de la soirée avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises données par Trump lui-même. Le président américain révèle ce qu'il estime être sa méthode face à Vladimir Poutine vendredi. Vous allez l'entendre en seulement 2 minutes, dit-il. Il saura si un deal est possible. On analysera la part du bluff et la part du possible. Rappelons ces dernières semaines que Trump a réussi des accords qu'on croyait impossibles en Afrique ou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce soir, première fuite sur le contenu même des accords. Un système d'occupation russe limité dans le temps serait à l'examen. Une sorte de bail de 49 ou 99 ans. Cela peut-il être accepté par les Ukrainiens? On sera en direct à Kiev. Trump a des mots très durs contre Zelensky. Il souligne aussi les points faibles de la Russie, en particulier son économie très déclinante. De nouveaux chiffres d'ailleurs sont tombés ce soir. L'Europe mesure l'urgence où elle se trouve. On voit remonter la grande peur d'être le champ de bataille d'une éventuelle guerre générale, alors que de leur côté, les États-Unis auraient trouvé un accord avec la Russie. Moscou, justement, montre les dents. Nouvelle démonstration de force avec des exercices militaires en préparatif avec des dizaines de milliers de soldats. Écoutez d'abord comment Trump, ce soir, donne en quelque sorte l'ordre de la discussion. Il tranche la question, qui sera exactement autour de la table? Ce sera très simple, ce sera Poutine et lui seulement, et ensuite seulement, il appellera Zelensky et les Européens. Écoutez. J'ai cru comprendre que Poutine ne voulait parler à personne d'autre que moi. Je vais le rencontrer, je vais poser les lignes, poser les bases, et après parler à Zelensky et aux Européens, juste après ma rencontre avec Poutine. Ce n'est pas à moi de conclure le deal. La Russie doit aussi rendre des choses. C'est un pays très grand, immense. Sergei Girnov, un mot sur la méthode d'abord. Vous qui avez fait de la psychologie au KGB, cette idée qu'en 2 minutes, on peut cerner l'interlocuteur. Si vous savez lire le langage du corps, oui, vous pouvez le faire. Si vous connaissez la personne, oui, vous pouvez le faire. Si vous avez aussi un talent, parce que ça peut être aussi un talent. Il y a les gens qui lisent en une fraction de seconde la personne qui est en face d'eux. Et donc Trump, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps quand même dans le business, même si on dit qu'il a eu 6 faillites. C'est quelqu'un qui a réussi, qui est riche, qui a passé aussi presque 15 ans à la télévision, à scruter les jeunes qui se présentaient aux candidats. J'ai l'impression qu'en fait, la rencontre sur Alaska, ce sera le remake de son truc de candidat. En tout cas, l'aspect personnel, ce qui ressort de ça, c'est que c'est vraiment une affaire entre Poutine et lui. Il dit vraiment, c'est d'homme à homme. Oui, il considère qu'en fait, l'histoire n'est pas faite par les grands mouvements de fonds économiques ou sociaux, mais l'histoire est faite par les hommes. Et c'est d'ailleurs pas faux. Par exemple, nous, les Français, qui avions perdu en mai 40, nous avons été sauvés, c'est-à-dire il y a eu la France libre, parce que Churchill, je vais employer un mot un peu familier, kiffait personnellement De Gaulle. Ouais. Il l'aimait bien, il le trouvait... flamboyant. Il est trouvé brillant, il est trouvé tenace, il l'aimait bien. Il lui a ouvert la BBC. Il lui a ouvert la BBC, il l'a logé et il l'a reconnu. Alors qu'il faudra attendre septembre 1944 pour que le gouvernement américain, qui avait d'abord préféré Pétain, puis Darlan, puis Giraud, reconnaisse le gouvernement provisoire de la République française dirigé par De Gaulle. Donc, oui, évidemment, les rapports entre les personnes aiment bien. Et par exemple, Roosevelt s'est beaucoup trompé sur Staline. Et il pensait que Staline, c'était Uncle Joe. Il en parlait avec beaucoup d'amitié. Et il pensait même que Staline, à Yalta, par exemple, avait des vieilles notions de politesse aristocratique, et que si on lui faisait des concessions, noblesse oblige, il en ferait en retour, évidemment. Ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, l'histoire est faite par les hommes. On va se rendre dans un instant à Kiev où nous attend Marianne Kotonov, mais vos réactions à vous deux, Ludmila Totieva et Xavier Tuttelman, brièvement, là, sur cette déclaration assez saisissante, quand il dit, moi, en 2 minutes,
on va se comprendre avec Poutine. Je pense qu'il y a quand même une convergence très importante entre ces deux hommes qu'on a vu sur leur politique internationale. Tous les deux, ils veulent être parmi le camp des grands qui se départagent le monde. Ce qui est très grave, c'est que c'est l'aveu d'échec de Trump et de son capacité de mettre Poutine à négocier, et l'aveu d'échec aussi sur ce ultimatum qui a passé sans rien, sans conséquences, sans effet. Et l'effet principal qui en ressort, et c'est une victoire majeure pour Poutine, c'est cette rencontre avec Trump. Alors, le fait qu'il dit, je vais savoir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est du deal, je pense qu'il est très lucide sur la question qu'il n'y aura pas de deal. De toute manière, ils vont parler pas que de l'Ukraine, mais d'autres choses. Et ça, c'est une vraie victoire pour Poutine, d'ailleurs, que Trump lui livre sur le plateau. Oui, moi personnellement, vous avez parlé de Yalta, c'est Yalta à l'envers. Est-ce qu'on imagine à un moment que aux États-Unis en 1943, ils auraient convoqué Hirohito et Hitler pour dire finalement la France libre, on laisse le Nord et puis comme ça on obtient la paix? On est en train de marcher sur la tête. Et effectivement, en plus, avant même que la réunion ait lieu, on est déjà en train d'accepter ou en train de faire comprendre que c'est l'Ukraine qui va devoir faire des concessions, y compris dans l'abandon de territoires que les Russes n'arrivent pas à prendre par les armes. On va donner une victoire politique à un pays qui n'arrive pas à obtenir de victoire militaire. C'est complètement incompréhensible. Vous amenez précisément le sujet qu'on va voir plus tard. Il y a des détails qui sont en train de sortir sur ce que serait un partage avec un système de bail où la Russie occuperait pour 50 ans, pour 100 ans ou presque 100 ans, 99 ans, certains territoires de l'Ukraine. Marianne Kotonov, ces informations commencent à filtrer. L'idée qu'il y aurait un partage, un échange de territoires, est-ce que cette idée est acceptée par une partie des Ukrainiens, oui ou non ? Non, pas du tout. Alors la réponse est claire. De toute façon, pour les Ukrainiens, ça c'est le chiffon rouge. Alors, évidemment, comme vient de le dire Xavier Titelman, c'est inconcevable pour eux. C'est la sidération, encore une fois, parce que ils ont vu tout d'abord Trump s'énerver contre Zelensky, vilipender Zelensky. Après, ça a été le retournement, ça a été contre Poutine qu'il s'est énervé. Et là, de nouveau, ils voient qu'il y a un revirement qui est en train de se faire et qu'on va discuter de l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens, sans l'avis des Ukrainiens. Et puis ces territoires, comme vous le dites, effectivement, ce sont des territoires qui ont été conquis par la force en partie, mais il faudrait donner l'ensemble des territoires. Et même cette histoire de bail de 100 ans et tout pour les Ukrainiens, c'est la sidération, quoi. Ils ne peuvent pas accepter ça. Zelensky l'a déjà dit, on n'abandonnera pas nos territoires, et surtout les Ukrainiens qui y vivent aussi sur ces territoires. Ça, c'est inconcevable, surtout qu'on parle d'échange, mais c'est la plus grosse arnaque au monde, parce que qu'est-ce qu'on va échanger? On va échanger des territoires qui sont déjà aux Ukrainiens, c'est-à-dire le nord de Soumy et de Kharkiv, à des territoires qui eux aussi appartiennent aux Ukrainiens. Donc en fait, les Ukrainiens, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont lésés. Et cet échange de territoire, ça porte un nom, ça s'appelle capitulation. Or pour les Ukrainiens, c'est inconcevable. La population ne veut pas que tous ces militaires, tous ces civils soient morts pour rien. Sur le front, l'avis des militaires, c'est que de toute façon, même si on fait cette concession, eh bien la Russie va peut-être attendre 6 mois, peut-être 1 an, et puis ça va recommencer. Donc tout ça n'aura servi à rien. Donc ici, c'est inconcevable d'accepter ça, bien évidemment. Marianne Kotonov, merci beaucoup. Vous êtes avec Marine Truchot. On reviendra en détail sur ces plans qui commencent à être connus, ou en tout cas, ce sont les premières fuites qui sont en train d'être données. Mais d'abord, écoutez de quelle façon Trump, ce soir, parle de Volodymyr Zelensky. Et effectivement, autant il peut être sévère sur l'économie russe, autant il est personnellement très dur contre Zelensky. Écoutez. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que Zelensky a dit « Je dois obtenir une approbation constitutionnelle ». Zelensky a la permission de commencer la guerre et de tuer tout le monde. Mais il a besoin d'une autorisation pour l'échange de territoire, parce qu'il va y avoir des échanges de territoire, je le sais, par la Russie, et des conversations avec tout le monde. C'est très clair, il veut forcer la main. Là, il voudra forcer la main de Zelensky. Il y a quand même une chose très importante à souligner, c'est que lui, Trump, il met Zelensky comme quelqu'un qui a commencé la guerre. Il faut quand même bien rappeler que c'est pas Zelensky, c'est pas l'Ukraine qui a commencé la guerre. Et qu'il y a la question constitutionnelle qui est vraiment là. C'est pas que pour l'Ukraine qu'il y a cette constitution qui est en vigueur et qui est en marche. Le vrai problème, pourquoi les points qui étaient évoqués par l'édition de Polonais Honnête ne tient pas sur les territoires, c'est parce que les territoires de Zaporijia et de Kherson, ils sont aussi inscrits dans la constitution russe. Alors, toute négociation des territoires qui sont de fait déjà inscrits dans la constitution russe pourrait être passible d'une peine criminelle à la Russie. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Qu'en Ukraine, il n'y a pas de question d'échange de territoire, parce que c'est une question constitutionnelle
personnel et parce que ça, de fait, met un échec ukrainien et donne à Poutine tout ce qu'il n'a pas pu obtenir sur le terrain militaire, ça, c'est hors de question, effectivement. Et pourtant, vous voyez bien, on verra plus tard dans la soirée que même les Allemands, même les Européens disent « Ah, il va y avoir des revendications territoriales ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que derrière la position de principe, il y a pas mal d'hypocrisie, même chez certains Européens qui disent ah, on va quand même discuter de partage. Il y a un moment, il faut accepter la réalité des faits et la réalité du terrain, c'est qu'il y a une occupation russe de 19% du territoire ukrainien et que les Ukrainiens n'ont aucun moyen militaire de le reprendre. Oui, donc partant de là, les Ukrainiens ont déjà accepté depuis maintenant 5 mois le cessez-le-feu sur la ligne de contact actuelle, le cessez-le-feu et les signatures pour les minerais, etc. Donc les Ukrainiens ont déjà accepté aujourd'hui de s'arrêter sur la ligne actuelle. Oui, ils ne revendiqueront, ils ne reconnaîtront jamais une transmission de territoire, mais ils constateront que ce territoire est occupé. Mais après, donner plus que ce que les Russes ont réussi à prendre par les armes, ça par contre c'est intolérable. Mais est-ce que là on joue pas un peu sur les mots? C'est-à-dire, de fait, si on vous entend, il y aura un partage. Alors, évidemment, pas une reconnaissance d'annexion, mais il y aura de fait un territoire partagé. Comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est exactement ça, malheureusement, qu'on est en train d'observer aujourd'hui. On donne raison à la Russie. La Russie n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'elle souhaitait. L'Ukraine n'a pas réussi à se défendre ni à reprendre son territoire. Donc, on fait Corée du Nord, Corée du Sud. Rendez-vous dans 80 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Poutine, on l'a su par un article visiblement bien informé du Wall Street Journal, que Poutine était revenu à ses demandes initiales, donc du début de la guerre. Après, il est allé plus loin. C'est-à-dire qu'il serait prêt à se contenter de l'oblast, des oblasts où il y a eu le séparatisme dès 2014, c'est-à-dire de Louhansk et de Donetsk. Alors Louhansk, les Russes l'ont pratiquement en entier. En revanche, Donetsk, ils ne contrôlent pas l'intégralité de cette oblast. Donc on ne voit pas effectivement Zelensky donner quelque chose à Poutine sans rien obtenir en échange. Alors moi, je pense que la seule chose qui pourrait le faire réfléchir, je dis pas qu'il le ferait, mais c'est si, pour faire plaisir à Trump et pour lui donner son deal, il disait, bon, ok, je donne... j'accepte le transfert de l'ensemble de l'oblast de Donetsk à la Russie, pas les autres, pas Zaporizhzhia et pas Kherson, mais en échange, cher Donald Trump, je demande une garantie de sécurité ferme, c'est-à-dire l'entrée dans l'OTAN. Mais pardon, on retombe quand même de très haut. Imaginons si en 44-45, on avait dit en France, écoutez, alors les Allemands, ils vont quand même garder un bout de l'Alsace, avec la Lorraine, peut-être un bout de la Lorraine, non, mais enfin finalement, non, le nord de la Lorraine et puis le sud. On est très loin de la promesse qui était faite au début de la guerre, qui est de dire, on va récupérer jusqu'au dernier centimètre carré de ce qui a été occupé par les Russes. C'est quand même... On n'est pas loin du tout. Ça veut dire qu'en Ukraine, de toute façon, il n'y aura aucune acceptation juridique. Non, mais juridique, non. Mais on vient d'entendre Xavier Titelman, qui n'est pas suspect d'être pro-russe, dire les Ukrainiens admettent que ce ne sera pas récupérable militairement. Sur le moment. Suite, ouais. Mais sur le moment, pendant combien de temps? C'est ça. Et en fait, mais quoi, 6 mois ou 6 ans? La réponse, c'est M. Aliyev qui vous a donné. Le Haut-Karabakh est resté 35 ans sous l'occupation arménienne. C'est terrible, 35 ans. 35 ans. Oui. C'est une génération. Et 35 ans. Et Aliyev a dit aux Ukrainiens, il a répondu à la question de Dmitry Gordon, un journaliste ukrainien, ne cessez jamais, n'acceptez jamais l'occupation de vos terres. Ça veut dire que les terrains peuvent être occupés, mais vous les acceptez pas. Et la chose importante, c'est pardon, je vais vous interrompre. Lugansk et Donetsk, il est occupé depuis 10 ans. Je suis désolée, c'est ma génération aussi qui ne peut pas retourner chez eux. C'est toute une génération. Et je vous rappelle qu'il y a la réalité, qu'il y a l'occupation déjà depuis 2014. OK? Alors déjà, ça dure 12 ans. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Bien sûr que c'est beaucoup. 11 ans, c'est énorme. Oui. Effectivement. Et les Ukrainiens, ils sont lucides sur la question qu'on ne peut pas récupérer militairement aujourd'hui le territoire dans les frontières internationales reconnues. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir le faire. Mais j'insiste, pourquoi arrêter le combat? On ne va pas arrêter. Parce qu'on ne soutient pas suffisamment les Ukrainiens pour avoir une issue qui soit favorable. Soit on donne réellement ce à quoi on s'était engagé avec le mémorandum de Budapest et qu'on avait dit aux Ukrainiens, on va vous aider à récupérer votre territoire. Mais si on ne le donne pas et qu'on se contente de regarder les Ukrainiens et les Russes s'entretuer pour 1/10 de département en superficie par mois,
ça ne sert à rien, et donc autant s'arrêter le plus tôt possible. Écoutez en tout cas de quelle façon, ou regardez plus exactement, pour l'instant les Ukrainiens continuent à se battre. Ils veulent montrer que jusque pendant la réunion d'Alaska et peut-être au-delà, ils se battent. C'est les bombardements par drone qui ont eu lieu contre cette usine à Nijni Novgorod, dans l'oblast de Nijni Novgorod. Voilà, vous voyez ici ces bombardements. Dites un mot de ça, Xavier. Alors, là, c'était une usine qui fabriquait de l'optique et des systèmes électroniques qui sont utilisés par les chars et par les hélicoptères. Et a priori, en plus, ça a eu des surexplosions derrière et un incendie assez intéressant. Et d'après les premiers renseignements, non seulement ils ont touché l'usine, mais ils ont été capables de taper la fenêtre au bon étage qui permettait d'empêcher l'usine de fonctionner par la suite. Donc, ils ont vraiment une connaissance très précise des infrastructures qu'ils sont en train de viser. Et c'est en fait une répétition de ce qu'on voit quasiment tous les jours. Le Tatarstan, il y a 2 jours, où ils ont réussi encore une fois à frapper l'usine qui produit les drones kamikazes Shahed. Encore une fois, la raffinerie, je ne sais plus laquelle, qui a quasiment tous les jours. Kazan. Oui, encore une fois. Mais ce qui est important, c'est qu'en réalité, il y a 2 batailles différentes. Il y a la bataille sur le front dans laquelle les Ukrainiens ils sont très clairement à la peine parce que les Russes ont un surnombre et une surcapacité à envoyer des troupes. Et sur le long terme, sur la longue distance, les Ukrainiens arrivent à infliger des coups qui sont quand même majeurs, surtout que les Ukrainiens se concentrent uniquement sur des objectifs qui sont stratégiques et militaires, avec un vrai impact militaire. Ils ne visent pas des civils, contrairement aux Russes qui visent des civils à 93%. Exactement. Et économique, parce qu'ils visent les raffineries. Ils ont réussi, avec la baisse de pétrole dans le monde, du prix de pétrole, à faire augmenter le prix d'essence. Et les Russes ont, encore une fois, en Russie, qui est producteur de pétrole, qui est producteur d'essence, Poutine a interdit maintenant l'exportation de l'essence, encore une fois, et il a demandé la provision au Biélorusses et au Kazakhstan de lui fournir pour le remplacer l'essence qui manque. Est-ce qu'on peut s'attendre à une de ces fameuses surprises ukrainiennes ? Il y a le scénario A, qui est l'Ukraine qui est bien forcée de faire ce que Trump et Poutine ont dit. Il y a comme un scénario B. Les Ukrainiens ont montré, notamment avec l'affaire de Kursk, l'offensive très audacieuse à Kursk, qu'ils sont capables de surprise, de dire nous, on refuse complètement et on surprend. Je ne serais pas surpris. Hein. Oui, surtout qu'ils ont montré qu'ils étaient, si vous voulez, qu'ils allaient... ne suivaient pas les scénarios attendus. Par exemple, le scénario attendu par les Américains en 2022, c'était que Zelensky aurait un refuge aux États-Unis ou ailleurs. Il aurait trouvé une petite maison à Washington. Et il aurait eu... petite pension, etc. Et à la surprise générale, Zelensky a dit « je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». Et donc, là, c'était une surprise générale. Et à la surprise générale, les Ukrainiens ont résisté. C'est les seuls. Hein, les Hongrois n'ont pas réussi en 56, les Tchèques en 68, les Berlinois en 53. Donc là, c'est les premiers qui résistent à une invasion venue de Moscou. Donc évidemment, et je pense que ils ont déjà tellement investi, ils ont consenti tellement de sacrifices pour garder leur liberté et leur souveraineté qu'ils ne vont pas, aujourd'hui, si vous voulez, brader tout ça. D'autant plus que l'armée ukrainienne, contrairement à ce qu'espérait Poutine, ne s'effondre pas du tout. Alors moi je pense que la suite... Alors là, en revanche, la seule chose effectivement qui pourrait... Parce que pour qu'il y ait une paix, il faut que chacun des 2 leaders puisse sortir la tête haute. Bon, pour Poutine, il pourra dire si la Donetsk et Lugansk, c'était mes demandes initiales. Vous voyez, j'ai sauvé les russophones et les russophiles de ce pouvoir nazi de Kiev. Il faut mettre nazi, évidemment, entre guillemets. Et Zelensky pourrait dire, eh bien, c'est vrai que j'ai dû faire des petites concessions territoriales aux Russes, parce qu'elles ne sont pas énormes. Vous n'êtes pas d'accord, Ludmila. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Ludmila? Il donne tout le reste de l'oblast de Donetsk où se trouvent des fortifications et la ligne de fortification la plus importante depuis 2014 en Ukraine. Ça veut dire qu'il va mettre en péril la région de Dnipro, la région de Kharkiv. C'est-à-dire que tout le front ne peut pas pouvoir plus tenir. Il n'y aura plus de frontières naturelles qui vont nous donner une position favorable pour la défense. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Et on ne peut pas être sûr d'aucune garantie de sécurité de nos alliés occidentaux. Je reviens sauf si je pense. L'OTAN. Sauf si, effectivement, il dit, Zelensky parle franchement très cash à Trump. Je dis, écoutez, moi je suis prêt à vous aider pour votre prix Nobel de la paix, j'ai aucun problème. Et donc, je peux accepter des concessions, celles qu'il a demandé, pas les concessions maximum, mais les récentes, là,
de Poutine, qu'il a dit, qui ont fuité de la réunion avec Witkoff. En échange, c'est très bien, si vous voulez vraiment votre prix Nobel, je veux l'intégration immédiate dans l'OTAN. Et ça, c'est quelque chose mais je parle sous votre contrôle, que Zelensky pourrait vendre à son peuple. Certes, on n'a pas récupéré nos territoires, mais au moins, nous avons maintenant une garantie de sécurité face à l'ours russe. Restons un moment sur les drones, vraiment sur les drones et sur les moyens ici qu'ont les Ukrainiens de surprendre le destin. Alors, les Ukrainiens développent quand même depuis quelques années maintenant, on parle quand même de 2014, ça fait 10 ans qu'ils développent des drones pour compenser cette infériorité numérique et clairement force mécanisée. Et donc ils ont petit à petit été innovants sur les petits drones de bombardement, puis sur les drones kamikazes qui sont en première ligne. Et en fait, le problème, c'est que les Russes ont quand même aujourd'hui égalisé en volume. On parle que chaque camp utilise entre 10 et 12 000 drones kamikazes par jour. Donc on a 25 000 drones qui explosent sur la ligne de front. Et là, j'étais justement avec des Ukrainiens qui m'expliquaient que maintenant, ils subissaient eux aussi ce qu'ils faisaient subir aux Russes par le passé. C'est-à-dire que même les chaînes logistiques 3 km, 5 km vers les arrières, ils ne peuvent plus approcher avec des blindés ou avec des véhicules classiques. Il faut que tout se fasse, même le ravitaillement, même l'alimentation, même pour aller chercher des blessés. On ne peut même plus y aller avec un véhicule blindé parce qu'on est éclaté instantanément par un drone kamikaze. Donc il faut y aller comment alors ? Il faut y aller soit avec des quads. Et justement, j'ai passé 2 jours dans une tranchée avec des opérateurs de drones lourds. Donc on parle de drones qui font 2,20 m d'envergure. 3 km sur les arrières, et ils vont faire du ravitaillement logistique aérien, de la livraison, comme on voit dans les films, par drone. 40 kilos, ils ont fait 20 missions de 40 kilos pour amener la nourriture sur toute la ligne zéro, parce que s'ils y allaient en quad ou avec des véhicules normaux, la chance de survie, elle est de 0. Xavier Titelman, on va voir une séquence où vous montrez ces fameux drones, ces drones à propulsion, ces drones à catapulte. Expliquez-nous bien, parce que dans la capacité de surprise ukrainienne, il y a à l'échelon de l'Alaska ce qui va se passer vendredi, mais il peut y avoir des petits grains de sable qui mettent tout ça un peu en question. Alors là, on parle plus sur la guerre de longue distance, c'est-à-dire frapper dans la profondeur russe. On sait qu'ils frappent à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres dans certains cas. Le drone qu'on voit derrière moi, il est entièrement en balsa. L'objectif, c'est de faire le moins cher possible. Accrochez-vous, c'est 500 €. 700 km. C'est incroyable. Le balsa, c'est ce qu'on a à l'école primaire, c'est pour faire comment on appelle ça ? Oui, non, mais du découpage quand on est gamin, quoi. C'est réellement ça. Et c'est de la mousse avec des petits. C'est vraiment. Quand on le touche, j'ai l'impression que c'est un jouet. C'est vraiment de l'aéromodélisme. Ils ont 2 réservoirs de 4 litres. Donc, ils ont 8 litres de carburant. Le moteur, accrochez-vous, c'est un moteur de tondeuse à gazon, de tondeuse rotophile. Et en gros, il faut qu'elle survive 3h30, 4h. Elle est refroidie par la vitesse du drone qui est à peu près de 200 km/h. Et avec ça, l'objectif, c'est d'attirer la défense aérienne russe. Mais attendez, ce qu'on voit ici, très exactement, c'est cet appareil-là qui effectivement paraît tellement léger et rudimentaire. Il fait quoi exactement ? Et alors, en réalité, il rajoute par-dessus de l'aluminium, mais l'aluminium alimentaire que vous achetez pour conserver vos aliments. Ça fait qu'ils ont un écho-radar et une vitesse qui est le même que les gros drones de bombardement ukrainiens, que les Beaver, etc. Comme ils vont à la même vitesse et qu'ils ont un écho-radar encore plus gros, eh bien les Russes gaspillent leur défense aérienne sur ce type de drone. Et finalement, une fois que les S-300, les Buk sont vides, et ben là, vous avez les missiles normaux qui portent vraiment 40-50 kilos de charge utile, qui ont les résultats opérationnels qu'on voit derrière. Donc, les Russes balancent contre ces drones à 700 $, des missiles sophistiqués à 100 000 ou 200 000 $ pièce. Exactement ce que les Ukrainiens en avaient peur, qui consomment toutes leurs munitions, leurs patriotes sur des trucs qui valaient rien. Ben en fait, c'est ce que maintenant les Ukrainiens font subir aux Russes. On voit ici à quel point, effectivement, avant la négociation, les Ukrainiens peuvent dire attention, si c'est trop inacceptable, nous avons des moyens. Ils ont des moyens, surtout que effectivement, cette guerre, c'est une énorme révolution. Ça veut dire qu'actuellement, les Russes et les Ukrainiens, ils font la guerre que personne ne connaît, y compris les armées les plus sophistiquées, américaines, européennes, etc. Donc en fait, on est en train d'étudier les choses. Mais par rapport à cette négociation, vous savez, si on écoutait mon ami Renaud Girard, c'est entre Trump, Poutine et Zelensky que se décide le sort des peuples. En fait, il ne faut pas oublier qu'aucun politicien ne peut pas agir seul. Et vous avez raison, il faut vendre
il faut faire accepter la décision. Si la décision est inacceptable pour le peuple, elle ne vaut rien. Et donc Trump peut pousser sur Zelensky, peut lui imposer des trucs qui sont cruels, mais si le peuple ukrainien n'accepte pas ces propositions, Zelensky ne pourra pas suivre. Restons un instant sur les moyens militaires, notamment ces attaques qui continuent au ciel dans la région de Saratov. Là aussi, l'image est faite d'ailleurs pour être spectaculaire, c'est ce bombardement réussi par les Ukrainiens, installation industrielle, pétrolière de très grande envergure, au moment même où les Russes ont des problèmes pour vendre leur pétrole. On va voir les chiffres tout à l'heure, c'est une cible tout à fait choisie. C'est une cible légitime, et d'ailleurs ce type de cible, c'est une tradition, c'est devenu une tradition ukrainienne depuis 2022. C'est pour un peu souligner le point qu'indépendamment de comment ces types de rencontres entre Trump et Poutine va se passer, l'Ukraine, elle va continuer de se battre, elle va continuer de faire ce qu'il a toujours avait comme objectif, c'est réduire la capacité de la Russie de tuer des civils et de faire la guerre. Effectivement, là, on parle des usines qui sont plus dans le domaine très important pour Poutine, parce que c'est à cause de pétrole qu'il peut renouveler les ressources du fonds souverain pour pouvoir investir après dans l'industrie de l'armement. Mais ce qui est important de souligner, c'est que l'Ukraine, indépendamment de type de négociation, des moyens qu'on nous donne ou ne nous donne pas, ça c'est nos moyens à nous. On a trouvé les moyens pour arriver à nos buts.